Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 9 décembre 2022. Ça avance gentiment, on arrive sur la fin de l'année, on sent que les gens sont fatigués, que les gens en ont ras-le-bol et on a eu une semaine qui était un tout petit peu à cette image, déprimante, fatigante, sans vraiment aller dans des grandes directions. On est vraiment perturbé par le fait que tout va bien, tout va trop bien. Vous avez compris depuis quelques temps, j'en ai déjà parlé dans les émissions du Morning Bull Live cette semaine, qu'en ce moment on n'aime pas trop les bonnes nouvelles. On préférait avoir des mauvaises nouvelles pour les transformer en bonnes nouvelles, puisqu'il faut bien comprendre qu'en ce moment, la seule chose qui intéresse les intervenants, les investisseurs, c'est d'avoir une Fed qui commence à ralentir ses hausses de taux et qui commence à montrer son intention, en tout cas à un moment, d'arrêter de monter les taux, ou en tout cas de les monter dans un premier temps moins fort, puis de les arrêter, puis hypothétiquement, dans nos rêves les plus fous, l'avoir changé de direction et commencer à les baisser pour soutenir une économie qui sera potentiellement en récession. Donc oui, la semaine aura été négative globalement sur tous les marchés, tout ça parce que les chiffres de l'emploi américain vendredi dernier étaient bons, les chiffres de l'ISM cette semaine étaient bons, les chiffres des JOLTS étaient pas mal, le niveau du chômage aux États-Unis se comporte bien puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a 1,7 jobs disponibles aux États-Unis pour une personne au chômage. Donc ça veut dire qu'à moins de ne pas vouloir bosser, normalement, on devrait pouvoir trouver quelque chose aux États-Unis et aller en direction d'une situation de plein emploi. Donc ça va bien de ce côté-là. On espérait secrètement finalement que le marché à un moment donné puisse commencer à ralentir et puis à se calmer en se disant que finalement ce serait pas mal si la Fed commençait à freiner sa hausse de taux. Sauf que quand vous avez des chiffres économiques comme ça, vous ne pouvez pas espérer décemment que la Fed commence à ralentir ses hausses de taux. Ça n'est pas possible et ça n'est pas imaginable par rapport à ce qu'on a comme données aujourd'hui. Et donc, le discours de M. Powell qui a eu lieu la semaine dernière, qui laissait entendre qu'il serait peut-être éventuellement temps de commencer à monter moins les taux, eh bien, nous a laissé songeur et nous a surtout cassé un petit peu notre bel engouement. Et ça a bien coïncidé avec des résistances techniques un peu sur tous les indices du monde. On sentait que les indices européens étaient fatigués, on sentait que les indices américains arrivaient sur des zones de résistance, c'était surtout le cas sur le S&P 500, on le verra tout à l'heure. Et que vraiment aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, finalement, on aimerait bien que les choses changent, on aimerait bien que la Fed commence à devenir plus sympa, mais en même temps, par rapport aux données qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'imaginer que l'on puisse effectivement rentrer dans un mood où la Fed deviendrait subitement dovish. Clairement, l'économie va bien et c'est pas du tout ce qu'on espérait en début de semaine. Alors c'est comme ça, les choses vont plutôt pas mal, ce qui est bien au niveau de l'économie. La problématique, c'est qu'on sait très bien que plus la Fed va continuer sa hausse de taux, admettons qu'on monte jusqu'à 5,5% de taux sur les Fed Funds en situation terminale, comme on appelle, eh bien après, combien de temps vont-ils les laisser élever? Et c'est cette phase-là qui va devoir ralentir l'économie et qui va probablement ralentir l'économie. C'est ça qu'on a envie de voir, pas envie de voir, pardon. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les données que l'on a aujourd'hui, eh bien, on se dit on va en direction d'une récession. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Aujourd'hui, on a vu cette semaine beaucoup d'interventions de la part de stratégistes, de la part d'analystes, de la part de CEO de grandes banques. On a eu plusieurs big boss du système bancaire américain qui sont venus nous dire attention, attention les gars, ça va être moche l'année prochaine, ça va être très compliqué. Les objectifs des stratèges pour 2023 sont flat à négatif. On s'attend à une année compliquée. Et c'est vrai qu'il y avait encore quelques jours, on avait le secret espoir que la Fed pouvait rentrer dans cette phase de pivot entre décembre et janvier, et puis finalement nous redynamiser l'économie en ralentissant peut-être la hausse des taux, voire en diminuant les taux durant le premier semestre 2023, et que finalement ça pourrait redynamiser l'économie, refaire partir les marchés, surtout parce que c'est ce qui nous intéresse, ne nous le cachons pas, faire repartir les marchés et redynamiser toute cette histoire. Pour l'instant, c'est pas vraiment le chemin que ça prend. On espère tous un espèce de soft landing ou un espèce de touch and go où finalement on rentre en récession puis on repart tout de suite derrière, un peu à l'image de ce qu'on a fait durant la crise du Covid en 2020. Pour l'instant, rien n'est gagné pour l'instant et c'est vrai que cette fin de semaine dernière et ce début de semaine nous a quand même montré qu'on avait plein de doutes et que c'était pas gagné du côté économie. Alors, c'était aussi pour moi vraiment un point charnière où on a le sentiment que les gens ont commencé à intégrer un peu plus le fait qu'on va quand même dans la direction d'une récession. Et puis la question sera de savoir quelle sera l'amplitude
et la violence de cette dernière. On a aussi beaucoup parlé de la Chine. Alors la Chine, on ne sait pas trop où ils vont pour l'instant. C'est vrai qu'on parle confinement, pas confinement, déconfinement, révolution, libéralisation. On ne sait pas trop quoi penser. On sait que les chiffres économiques sont pourris en Chine pour l'instant, mais on a l'impression que le gouvernement est en train de lâcher du lest et est en train de vouloir ouvrir à nouveau les portes des Chinois pour pouvoir leur donner un peu plus de liberté, ce qui serait positif pour l'économie. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si on peut faire confiance à M. Xi Jinping. En général, ce type de gouvernement ou de dictature, c'est évidemment difficile de leur faire confiance et de croire que les choses vont radicalement changer. Donc pour l'instant, on a toujours pas mal de doutes et ça reste très lié aussi à la performance du pétrole, parce que tant que la Chine n'ouvre pas, il n'y aura pas forcément la demande pétrolière nécessaire pour ça. J'en profite pour rebondir sur le pétrole, puisque le pétrole termine la semaine au fond du bac quand même, globalement, avec une assez mauvaise semaine pour le baril. Une des raisons principales, c'est la mise en place de ce cap, mise en place par les Européens, énième sanction européenne contre les Russes. Quand on voit le taux de réussite des sanctions d'avant, eh bien, ça risque d'être compliqué pour qu'elles marchent là. Mais enfin, pour l'instant, on y croit et il y a un peu de pression vendeuse sur le baril à cause de ça. Ça me paraît quand même vachement tiré par les cheveux d'imaginer que cette sanction unique puisse pousser le baril à 60 $, alors que finalement, eh bien, les Russes ont déjà déclaré haut et fort qu'ils revendaient leur pétrole ailleurs à des gens qui ne les ont pas sanctionnés pour 79 $. Donc que les Européens ne veulent pas les acheter au-dessus de 60, j'ai l'impression que ça leur fait une sacrée belle jambe de toute façon quelque part. Néanmoins, le brut, le WTI, a quand même pas mal souffert cette semaine et termine relativement mal au niveau graphique, puisqu'il a cassé des supports relativement importants. Et on sait que pour l'instant, il y a une ambiance assez délétère et pas très agréable sur le baril actuellement. Si on fait un bref détour par la Suisse, eh bien, on parlera évidemment du chômage qui a été publié cette semaine, 2% de chômage. On est visiblement tous égaux, mais en Suisse, on n'est pas vraiment égaux comme les autres du côté chômage. Donc 2%, ça se passe relativement bien de ce côté-là. Et puis alors, dans un suspense insoutenable au milieu de la semaine, on a quand même eu l'élection de 2 conseillers fédéraux, dont l'un s'appelle comme un plat typiquement bernois, enfin un plat typiquement suisse de bouffe, fait à base de pommes de terre râpées, avec des fois des œufs et des fois du lard dessus. Enfin bref, on a eu un suspense insoutenable pour avoir les 2 conseillers d'État, des conseillers fédéraux que l'on espérait. Je ne vous cache pas que le marché n'en a strictement rien à battre de ce qui s'est passé à Berne. Mais enfin, il faut quand même le noter cette semaine parce qu'on a des nouveaux conseillers fédéraux. Et puis, on n'a plus d'équipe de Suisse en Coupe du Monde. Ça, il me semble que ça a été assez clair l'autre soir. On passe à la revue des performances. Donc, comme je vous le disais avant, 9,6% de baisse pour l'instant sur le baril. Et puis derrière, eh bien, vous voyez, tous les indices sont à la peine. 3,64% sur le semi-conducteur index, 3,51% sur le Nasdaq, 2,73% sur le S&P 500. Le Japon en baisse de 2,3%. Le SMI en baisse de 2,9%. Bref, personne n'en sort vraiment vainqueur, si ce n'est Shanghai et Hong Kong qui, eux, terminent relativement bien, puisqu'on a toujours ces rumeurs comme quoi les choses vont changer et que finalement la Chine sera un grand pays de liberté dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc petit soulagement du côté des marchés asiatiques, mais c'est là que ça s'arrête. Et si vous avez un doute sur le fait qu'on s'est profondément ennuyé, eh bien déjà on notera l'excellente performance du Crédit Suisse, pour ne pas le citer, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et vous voyez qu'il y a 4 actions dans le SMI qui terminent dans le vert. Cité Novartis, dont on reviendra tout à l'heure sur le cas. Et puis, autrement, le reste, eh bien, tout était plus ou moins négatif un peu dans le reste du marché. La semaine dernière, je vous disais que le Logitech avait l'air bien disposé pour démarrer. Bah, ça n'a pas démarré, désolé. On va reparler aussi de Nestlé et de Roche, entre autres. Et puis Partners Group qui termine en baisse de 9,3%, mais qui devrait prendre le pouvoir de Breitling ces prochains temps. Et Lonza qui a été downgradé assez violemment cette semaine, qui termine également en baisse de 11%. AMS Osram qui ont annoncé qu'ils étaient prêts à retrouver leur capacité habituelle de production. Ça a été largement salué par le marché. Paf, 14% de baisse, youpi tralala. Et de l'autre côté, c'est le Crédit Suisse qui sort grand vainqueur de cette semaine historique, 7%, meilleure performance de la semaine pour le Crédit Suisse, que ce soit sur le SMI ou sur le SLI. Il fallait qu'on se le dise quand même. Au niveau de la performance des indices, si on regarde les graphiques maintenant, comme on le fait chaque semaine, alors vous voyez très clairement sur le SMI qu'on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est aller buter d'une manière assez magistrale sur la moyenne mobile des 200 jours, cette magnifique moyenne mobile qui est ici. Donc ça, c'est vraiment le cas d'école. On le verra, ça se retrouve également sur d'autres indices. C'est vraiment un point important de réflexion. On a toujours cet espoir de voir une Golden Cross qui va se dessiner comme ça.
Mais là, graphiquement, j'ai l'impression qu'on va revenir chercher les 10 800 sur le SMI. Et puis après, on pourra commencer à envisager un éventuel rebond ces prochains temps, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait gagné. Autrement, bah, pour l'instant, on reste quand même relativement bien ancré. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais si on cherche quelque part, on est dans une tendance. Non, on a un peu cassé la tendance, mais il faudrait vraiment qu'on tienne la moyenne mobile des 50 jours qui est en vert là-dessous pour espérer une durabilité de ce rebond sur le SMI. Le Swiss Leader Price, alors là pareil, hein, vous voyez le graphique de la semaine dernière, hein, je vous disais rebond de 20% pour aller en bull market, eh bien on l'a pas fait, hein, bien évidemment. Là aussi, hein, même punition, on le voit très bien là-dessus. Eh bien, on s'est arrêté sur la moyenne mobile des 200 jours. C'est vraiment assez intéressant parce que c'est une moyenne mobile, vous le savez, qui est régulièrement utilisée par les traders techniques, en guillemets. On sait que c'est difficile psychologiquement de passer ces moyennes-là. Mais à ce point-là, c'est assez frappant. Mais on le voit quand même que ces derniers temps, enfin, ça va être plutôt un bon moment, mais au début de l'année, on avait déjà eu la rencontre avec la moyenne mobile des 200 jours. Et là aussi, on a échoué au premier passage. Donc, pour l'instant, on reste vraiment ancré dans cette tendance baissière. Mais ça faudra vraiment surveiller si on arrive effectivement à peut-être vivre cette correction qui peut nous ramener à 1635. En fait, il faut bien comprendre aujourd'hui que la baisse et le repli de l'indice SLI, SMI ou des autres indices est prioritairement basé au fait que l'on angoisse le fait de voir une récession et que finalement les seules choses et les seules données qui pourraient éventuellement nous sauver sont bien évidemment les CPI de la semaine prochaine aux États-Unis ainsi que la réunion de la Fed. Et puis alors, si vous aviez un doute sur le fonctionnement de l'analyse technique, je vous présente le S&P 500. Alors le S&P 500, alors là c'est vraiment le cas d'école de chez cas d'école. Vous voyez ces flèches qui représentent clairement les résistances qu'on avait ici. On a tapé une fois, on a tapé deux fois, on a tapé trois fois et on n'a pas tenu. On a légèrement traversé la moyenne mobile des 200 jours, mais on redescend. Alors pour l'instant, alors où je vous parle, en fin de journée de jeudi soir, eh bien, le S&P 500 est en train de tenter quelque chose pour rebondir. Mais si on n'arrive pas à retenter, on avait dire que le premier stop potentiel, c'est la moyenne mobile des 50 jours, un peu comme tous les autres indices. Et puis alors, si ça ne va vraiment pas, eh bien, c'est retour au plus bas. Quand on écoute un petit peu les gourous de la finance qui ont parlé cette semaine, comme je vous en parlais au tout début, eh bien, on a quand même le sentiment que le S&P 500 a juste fait un rebond dans un bear market et que pour l'instant, sans grande confirmation ou changement économique fondamental, eh bien, on est simplement en train de casser ce rebond dans ce bear market pour aller retester assez logiquement les plus bas. Donc si on fait partie des optimistes, eh bien, on va dire qu'on va s'arrêter sur la moyenne mobile des 50 pour aller tenter directement le rebond pour aller casser la moyenne mobile des 200 et casser cette tendance baissière pour repartir au plus haut de tous les temps. Je vois mal les catalystes dans les médias, je vous l'avouerai. Et pour les plus pessimistes, eh bien, on va rechercher les lows et la question c'est est-ce qu'on va les tenir ou est-ce qu'on va aller, comme le disait le monsieur de chez Morgan Stanley à 3300 ou comme le disait le monsieur de JP Morgan à 3000 sur le S&P 500. Dans les titres de la semaine, il n'y aura pas le Crédit Suisse. Je vous préviens, ceux qui sont venus ce matin uniquement pour voir le Crédit Suisse, vous pouvez retourner vous coucher. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de tirer sur l'ambulance. Ils ont assez cotisé. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les performances, eh bien, le Crédit Suisse est quand même la meilleure performance du marché suisse cette semaine. Alors, on va parler un peu de Novartis. Novartis qui est une des bonnes performances de la semaine. Ils ont eu 2-3 approvals. Ça s'est bien passé. Ils ont été upgradés également par une banque suisse allemande, sauf erreur. Donc ça se passe plutôt pas mal pour Novartis. C'est assez rare pour être signalé parce que Novartis, c'est pas le titre le plus sexy de la cote. Mais quand on regarde le graphique, voici ce qu'on peut en dire. Alors, vous voyez, je suis pas du tout le genre à dire « je vous l'avais dit ». Du tout. C'est pas vraiment mon style, mais quand même, je vous l'avais dit. Novartis, c'est une action qui se traite en range. L'autre jour, on a fait un webinaire chez Swissquote avec Marco Rastaldi, mon associé. Et je vous disais qu'on est dans une zone, effectivement, dans un titre où c'est facilement utilisable d'utiliser des varants knockout pour jouer le rebond sur Novartis. Et vous voyez très clairement qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire. On est venu chercher les bas, donc dans la zone des 74-76 francs suisses récemment. On a touché vraiment les points bas qui étaient à 73 et des poussières. C'est un parfait double bottom et c'est parfait quand on parle de cas d'école, c'est juste fantastique.
Et on va rechercher le haut du range. Alors maintenant, la question, c'est aller chercher le haut du range. Eh bien, le haut du range, aujourd'hui, si on devait tirer quelque chose, on dirait que ça passe par là. Là, on a cette zone d'hésitation qui se fait toujours entre 86 et 88. Et c'est là où on est en train d'arriver, hein, gentiment. Donc, pour ceux qui ont joué le rebond sur le bas du range, dans la zone des 76, eh bien, on a fait, il y a 10 balles de hausse qui ont été faites sur le Crédit Suisse. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on peut envisager de commencer à prendre les profits parce que j'imagine assez mal que dans l'environnement actuel, Novartis va traverser cette résistance et continuer en direction des 100 balles toute seule sur une jambe, même si les nouvelles qu'on a eues cette semaine étaient relativement bonnes. Donc, à surveiller, je serai vendeur de Novartis à 86 3/4 pour rester dans la thématique du range. Et puis après, il faudra voir ce qui se passe. Quand on regarde un petit peu le comportement des stochastiques ici, eh bien, on voit qu'on est quand même vachement suracheté. J'imagine pas qu'avec cette configuration de graphique, Novartis soit capable de casser verticalement en hausse. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à vouloir jouer le retour sur le bas du range. Encore une fois, parce que c'est comme ça que fonctionne Novartis. Ça n'a jamais été une action qui nous faisait des ascensions verticales avec une pente à 45 degrés. Il y a un titre dont je voulais également vous parler, c'est Roche. Roche, c'est une des méga stars du marché suisse. C'est une méga star qui est souvent dans les portefeuilles suisses parce qu'elle fait partie du SMI à plein temps et fait partie d'une des grosses Bertha du SMI, donc ça reste un poids lourd. Et Roche a pas mal souffert ces derniers temps, souffert parce qu'elle a été downgradée il y a quelques mois par l'analyse de l'UBS. Et aujourd'hui, on voit que dans la configuration dans laquelle elle est, il y a peut-être quelque chose à construire. Ça va prendre un peu de temps, je suis d'accord, mais là aussi, à mon avis, il y a un range à jouer. Parce que je pense qu'à 300 balles, elle n'est pas si chère que ça. Et je pense que le jour où elle repart à la hausse, où elle redevient populaire, eh bien, il y aura de nouveau une centaine de francs à faire sur la Roche. Hein, sur la Roche. Roche, je parle du bon Roche et pas de Novartis. Et donc cette semaine, ils ont reçu des bonnes nouvelles au niveau des services d'approbation de médicaments, ce qui leur était plus arrivé depuis un moment. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc, superbe société, hyper saine, sur le bas du range, que demande le peuple. Donc vous voyez sur le graphique, eh bien, Roche est exactement là où on a envie de la voir. J'ai envie de dire, hein. On voit que la dernière fois, on a tenu le support. Là, on est en train de retester de nouveau les 306. Alors perso, moi j'achèterais. Voilà, sur cette zone-là, j'achèterais. J'achèterais le bon Roche pour jouer ce range. De nouveau, là, vous voyez que c'est un grand range des pharmaceutiques. De nouveau, c'est pas des boîtes super sexy, mais il faut les acheter quand elles sont en bas du range. Et puis jouer le retour sur le haut du range. Alors, je parle pas des 400. Et je pense que là, quand vous la reprenez sur les 300, 302, vous jouez le rebond ici, vous ne prenez pas des gros risques. Après, vous pouvez même vendre des poutres sur Novartis pour ceux qui maîtrisent sur Novartis. J'y arriverai. Hein. Je parle du bon Roche. Vous pouvez vendre des poutres sur le bon Roche pour ceux qui maîtrisent à peu près le sujet. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre un strike autour des 300, par exemple. Avec la prime que vous encaissez, vous allez avoir un prix d'entrée relativement bas. Et puis, si vous êtes exercé, et si vous n'êtes pas exercé, eh bien, vous allez prendre la prime. Donc moi, je pense que je base ma théorie, je le disais également dans un webinaire mercredi soir. Là, elle avait été downgradée par l'UBS qui l'avait envoyé au tapis en réduisant son price target à 300. On est sur les zones de 300. J'imagine assez mal que l'analyste vienne lui mettre un price target maintenant à 200. Donc, il est plutôt logique que s'il y a 2 ou 3 bonnes nouvelles qui commencent à arriver, et j'en suis convaincu que ça arrivera parce qu'elle est toujours assez cyclique, mais elle va retourner là-bas. Donc, achetez ce genre de boîtes quand elles sont en bas du range et pas quand tout le monde veut leur courir après. Je crois se faire que c'est un monsieur qui s'appelle Warren Buffett qui a un tout petit peu d'expérience dans le sujet. Autre exemple typique de titre qu'il faut acheter sur faiblesse, Nestlé. Nestlé, vous connaissez bien, hein, qui ne connaît pas Nestlé. Vous voyez qu'elle avait cette tendance descendante dans laquelle nous étions. Elle en est sortie. Et là, depuis quelques jours, elle corrige de nouveau. Alors là, elle corrige avec le reste du SMI, hein, mais vous voyez qu'elle revient pile poil sur l'ancienne tendance descendante qui est devenue un support. Donc sur la moyenne mobile des 50 jours, elle devrait être un support pour être achetée. Vous voyez que si on tire une tendance de fond sur les plus bas qu'on a fait ces derniers temps, eh bien là aussi on vient se poser sur un support. Voilà, pour ceux qui font un peu de trading ou qui ont envie de jouer un truc ces prochains jours et qui partent du principe que M. Powell ne va pas monter les taux de 1% la semaine prochaine, peut-être qu'il y a un truc comme ça à jouer sur Nestlé. Alors ça va pas être non plus du 45%, hein, c'est pas non plus une boîte de folie qui fait de la haute technologie, ça reste Nestlé. Mais ça me paraît relativement bien disposé. Je vous montre encore un graphique ici, c'est le graphique de AMS Osram.
qui a déclaré qu'ils avaient retrouvé plus ou moins leur capacité de production comme ils étaient avant Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est que quand vous venez annoncer des bonnes nouvelles dans le secteur, plus ou moins le secteur des semi-conducteurs, et que vous avez tout le reste du marché qui se pète la figure à cause des inquiétudes de récession, c'est pas forcément un super timing. Donc, non seulement elle a sorti des relativement bonnes nouvelles, mais elle a été downgradée et vous voyez qu'elle est en train de repartir de nouveau à la casse. Alors, est-ce qu'on va tenir la moyenne mobile des 50 jours? C'est la grande question. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà quasiment en zone de survente. On peut peut-être espérer simplement que c'est le début de quelque chose. Donc, ce qu'il faudra surveiller très attentivement sur Osram, c'est le fait qu'elle n'aille pas chercher cette zone de support ici et qu'elle ne casse pas les lots de 5,30. On en est loin. Mais on la connaît, elle peut aller relativement vite, mais on en est loin et il ne faudrait pas qu'on vienne casser ici. Si on arrive à tenir ici, qu'on démarre une tendance, on va commencer à dessiner gentiment une tendance haussière et peut-être là, il y aura un truc à jouer sur AMS pour jouer plus que 30 centimes. Mais en la rachetant sur les bas dans la zone des 6,50, si on arrive à le faire, je les garderai volontiers en direction des 15. Allez, non, des 12 pour être politiquement correct. Pour essayer de faire presque un x2 sur AMS, mais ça reste ultra spéculatif. Et bien sûr, autre action qui a été massacrée un petit peu cette semaine, c'est Lonza. Lonza a été downgradé par le Crédit Suisse, des coupages massifs dans le price target. Les analystes du Crédit Suisse ont dû se dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui cotisons. Alors, pas grand chose à dire au niveau du graphique de Lonza, hein. Donc on voit le downgrade qui a quand même coûté pas mal de fric à Lonza. C'est la description classique d'un trend descendant pour l'instant. La grande question et l'unique question que j'ai envie de me poser sur Lonza, c'est est-ce que cette zone-là de 450 va tenir et faire de ça un énorme support à long terme? C'est la grande question. Lonza a fait une grande partie de sa hausse parce qu'elle a participé aux emballages de tout ce qui était vaccin pour le Covid. Donc forcément, vous avez une performance qui a été un petit peu... j'ai envie de dire exagéré par toute cette phase de Covid. Et là, on est en train de revenir quasiment à des niveaux où le Covid n'existait pas. Donc, il y a juste après le début de la pandémie. Donc, j'imagine quand même qu'il y a peut-être 2-3 choses à récupérer sur le moyen ou le long terme chez Lonza. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, entendu et compris, on a traversé une semaine relativement pénible, plutôt pas vraiment passionnante, et les marchés se posent pas mal de questions pour la suite. La suite, on aura les réponses bien évidemment dès mardi avec la publication du CPI et puis mercredi soir l'annonce officielle des taux d'intérêt de la part de M. Powell. Je crois qu'après, ce sera quasiment plié. Mais bon, c'est comme ça, on va continuer à croire qu'il va encore se passer des choses avant le 31 décembre. Mais l'année touche à sa fin. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois dans ce Swiss Bliss. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et puis à venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau Swiss Bliss un peu plus suisse que le Morning Bull Live. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Il paraît qu'il va neiger. Enfin, donc on va profiter d'une journée et d'un week-end blanc et on se retrouvera lundi comme d'habitude. Profitez bien, merci d'avoir été avec moi encore une fois et puis je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.